Et puis on va parler de la phobie aujourd'hui. Jérôme Palazzolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et vous avez écrit ce livre « Je me libère de mes phobies » aux éditions Les Psychoguides PUF. C'est un livre très pratique, j'ai envie de dire, où vraiment on peut bien comprendre ce qu'est une phobie et comment à peu près la gérer. Est-ce qu'on est tous plus ou moins phobiques ? Alors, on l'est tous plus ou moins. En fait, la définition même de la phobie, c'est une peur irraisonnée, mais ça va devenir problématique à partir du moment où cette peur irraisonnée va commencer à pourrir la vie de la personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça entraîne un handicap, là on va parler de phobie. Parce que souvent on met sous l'intitulé phobie des peurs du quotidien. Je veux dire, on peut avoir peur des serpents, on peut avoir peur des araignées. C'est pas pour ça qu'on est dans une dynamique phobique. Non, on rencontre pas tous les jours une vipère sur son palier, bien sûr. Donc la phobie, c'est vraiment quand c'est par exemple, vous parlez des différentes phobies, hein, la peur de la foule, l'agoraphobie, c'est peut-être celle qu'on connaît le plus, la peur de l'avion, la peur de la voiture aussi. Vous montrez beaucoup d'exemples sur le. Et alors il y a une chose que je trouve aussi intéressante. On peut avoir peur, par exemple, de remonter en voiture après un accident. Mais si cette peur, elle est normale, si en revanche ça devient phobique, si au bout de 6 mois on n'a pas réussi à la dépasser, c'est un peu ça. Hein. Exactement, c'est-à-dire c'est vraiment à partir du moment où on a un handicap au niveau du quotidien. Quelqu'un qui n'aime pas prendre la voiture, c'est pas une phobie. Parce que si elle doit se rendre de Nice à Marseille, elle va pas aimer, mais elle va le faire sans trop de difficultés. Là où ça va poser souci, c'est si la personne doit faire un voyage professionnel et elle va l'éviter. Elle va essayer d'être dans une dynamique où elle va dire non, moi je peux pas y aller parce que je suis malade, j'ai mal à la tête, etc. Alors que la raison principale, c'est qu'elle est en panique, rien qu'à la perspective de faire ce voyage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une phobie peut nous empêcher, par exemple, vous parlez aussi de la phobie du dentiste. On a une telle phobie d'aller chez le dentiste que du coup, on se laisse aller avec des caries et on finit par avoir toutes les dents pourries, quoi. Complètement. Par exemple, complètement. Il peut y avoir justement des problématiques de santé. Même, il y a des phobies, par exemple, de quelqu'un qui a la phobie de s'étouffer en mangeant. Par exemple, il va manger que des aliments mixés ou des aliments liquides. Soupes, oui. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir de véritables carences. Donc, c'est vrai qu'une phobie peut avoir un impact très négatif sur le quotidien. Et ce qui va définir également les phobies, c'est les conduites d'évitement. C'est-à-dire une situation qui va nous poser problème. Par exemple, vous parlez de la phobie sociale, qui est une phobie finalement, j'ai même l'impression que c'est une phobie qui est plus répandue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Je ne sais pas si elle est beaucoup plus répandue, en tout cas on en parle plus, on consulte plus. Je veux dire, aujourd'hui, le fait d'aller voir un psychiatre, ça ne veut pas dire être fou. Et à la rigueur, même, on pensait jusqu'à il y a quelque temps que les psychiatres étaient plus fous que leurs patients. Donc là, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Maintenant, on peut consulter dans ce contexte. Mais après, c'est aussi au psychiatre à faire de la psychoéducation, c'est-à-dire expliquer aux patients que ce dont ils souffrent n'est pas nécessairement une phobie. On peut avoir la peur de parler en public, ça ne veut pas dire qu'on a une phobie sociale. Alors ça se manifeste comment, justement, la phobie sociale, Jérôme Palazzo ? Alors la phobie sociale, avant tout, c'est la peur panique du regard de l'autre. Alors par exemple, moi je vois pas mal de patients qui ont des phobies sociales et qui sont étudiants. Donc par exemple, ils vont aller dans le cours d'amphi, ça ne va poser aucun problème. Le jour où on commence à aborder les travaux dirigés et vont devoir présenter justement un travail devant leurs collègues, là ils ne peuvent même plus aller en cours parce qu'ils sont en panique totale du regard de l'autre, de la peur d'être moqué, de la peur d'être mal jugé. Et là on est vraiment dans le contexte de la phobie. Et alors comment on gère et comment on règle cette phobie, celle-là ou d'autres d'ailleurs Alors en fait, il y a plusieurs techniques. Moi, je pratique ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. Donc en fait, on part du principe en thérapie comportementale et cognitive qu'une phobie est un comportement d'apprentissage. C'est-à-dire en gros, on s'est retrouvé à un moment donné dans une situation qui a posé souci. On a associé cette situation à une grosse crise d'angoisse, à un malaise, à quelque chose qui n'allait pas. Et ensuite, à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation qui ressemble à la situation de départ, on va déclencher une crise d'angoisse. Donc, en thérapie comportementale et cognitive, on va travailler déjà sur des techniques de relaxation pour permettre à la personne de lâcher prise, de prendre de la distance et de récupérer finalement la gestion de ses émotions. Ensuite, on va travailler sur ses cognitions, c'est-à-dire ses pensées,
pourquoi la personne, à un moment donné, va se mettre à penser de manière désadaptée. En gros, je dois aller faire les courses dans un grand magasin un samedi après-midi et j'ai aussi peur que si on me lâchait d'un avion sans parachute. Pourquoi ? Quels sont les processus de pensée, les processus cognitifs ? Et enfin, on va travailler sur ce qu'on appelle des expositions in vivo, c'est-à-dire qu'on va proposer à la personne de s'exposer progressivement aux situations. On apprivoise sa phobie. Exactement, mais selon des règles précises. C'est-à-dire, c'est pas la personne qui doit aller s'affronter à la situation comme ça le samedi après-midi. On la jette pas dans une manif. Ah, surtout pas, surtout pas. Bah écoutez, ça tombe bien, on a Hugues qui nous appelle et qui semble-t-il a la phobie des requins. Et ben on va faire des travaux pratiques. Bonjour Hugues. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jérôme. Bonjour. Ça peut être votre quart d'heure de rigolade, hein, et je ne me vexerai pas. Pourquoi on se moquerait de vous, Hugues ? Ce serait bien la première fois. Parce que la phobie des grands requins blancs, c'est peu courant, surtout que j'en ai jamais vu et que je n'ai que rarement l'occasion d'aller au bord de mer. Voilà. Simplement depuis gamin, je me souviens quand j'étais tout petit, mon frère venait dans mon lit parce que lui avait peur des grands requins blancs. Et à l'âge de 10-12 ans, quand on va à la piscine avec l'école, j'étais pétrifié en nageant, en m'imaginant cette entre guillemets saloperie derrière moi qui me suivait. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vais me baigner sur la plage, je ne m'éloigne jamais d'1 mètre ou 2. Je ne peux pas, c'est impossible. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une phobie, parce que au quotidien, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que quand je suis dans une situation, je serais incapable de me baigner. Dans votre baignoire, ça va, Hugues ? Dans la baignoire, ça va, mais mon frère avait peur dans la baignoire. Voilà. Ouais. Alors c'est rigolo qu'on ait là qu'on soit deux frères à avoir cette même phobie, mais je ne me baignerai jamais au milieu d'un lac ou au milieu de la mer, je ne pourrais pas, c'est impossible. Voilà, alors. On voit bien, en tout cas, il me semble, Jérôme Palazzolo, on voit bien quand Hugues décrit sa phobie, qu'elle est totalement irraisonnée, puisque, en effet, dans un lac, j'ai jamais vu de requin blanc. Et on est bien d'accord. Mais pour vous, c'est évident que si vous allez vous baigner dans ce lac, vous allez vous faire arracher la jambe par un requin blanc. Bah, la jambe ou autre chose, parce que j'ai déjà pensé à pas mal de choses. Peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. Alors, Hugues, oui. Juste un point, donc déjà, je ne vais absolument pas me moquer de vous, parce qu'à côté de mon métier de psychiatre, je suis également moniteur de plongée, donc je connais à peu près le système. Et j'ai eu l'occasion de plonger moi-même avec des requins. Et d'ailleurs, pour information, la préface de l'ouvrage, c'est Pierre Frolat qui me l'a écrite, et qui est champion du monde d'apnée, et qui lui-même décrit sa phobie des requins au départ. En fait, cette phobie des requins, c'est quelque chose de très fréquent. Alors c'est souvent un comportement qui est appris, parce que comme vous disiez, vous n'avez jamais croisé de requin a priori dans votre vie. Et d'ailleurs, je vous dis tout de suite que si vous en croisiez un, vous seriez beaucoup moins stressé, parce que les requins ont beaucoup plus peur de nous que ce que nous on a peur d'eux. Oui, je pense qu'un pointe blanche ou un requin citron, des choses comme ça ne me feraient pas peur. Franchement, je ne pense pas. Mais c'est ce grand blanc avec son œil vide et sa mâchoire préhensible, là, c'est... Et oui, mais pourquoi ? Parce que souvent, déjà, il y a le cinéma qui rend le grand requin blanc comme un prédateur horrible. Et ce que vous évoquez, c'est... voir les dents de la mer, avant. Voilà, et ce que vous évoquez, c'est aussi une anxiété qui a été transmise par votre frère. C'est-à-dire que là, on voit au niveau des phobies qu'il peut y avoir un comportement appris. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus transmissible que l'angoisse. Donc certainement que dans ce contexte-là, de ce que vous évoquez, justement une thérapie comportementale et cognitive pourrait être très intéressante. Alors bien sûr, tout à l'heure je parlais d'exposition in vivo. On va peut-être pas vous faire plonger avec des requins, mais dans ce type de thérapie, dans l'exposition, on peut montrer des photos de requins, des films de requins, mais des vrais requins, pas les films type Les Dents de la Mer ou Sharknado, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, alors c'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue comportemental. Donc, pour vous, ce serait une phobie transmise, non fondée. Ah, certainement. De toute façon, la phobie n'est jamais fondée, dans le sens où, si elle est fondée, c'est une peur. C'est-à-dire que la phobie, on peut avoir la phobie des requins, on peut avoir la phobie des oiseaux, on peut avoir... On va prendre un exemple. Un enfant qui s'est fait mordre assez violemment par un chien, si après, adulte, il a peur des chiens, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Est-ce qu'on va parler de phobie? Pas forcément, là, en l'occurrence. En tout cas, ça peut après devenir une phobie si dès qu'il y a un chien, il traverse ou il part en courant. Mais, vous voyez, Hugues,
Tandis que vous, on voit bien que c'est votre grand frère qui vous a transmis ça. Alors après, votre grand frère, il a peut-être été traumatisé par un film ou par sa mère ou par son père. Enfin, on n'en sait rien. Hein. C'est fort possible. Mais on voit bien que c'est quelque chose que vous avez pris de votre frère. Oui, d'accord. Okay. Alors, en même temps, c'est vrai que ça vous gêne pas tellement dans la vie quotidienne, mais en même temps, si vous arrivez en voiture, pas trop. Hein. Mais si vous n'arrivez pas à vous baigner, c'est un peu dommage. Surtout que ça me paraît être assez facile à résoudre dans le sens où elle est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas une phobie totalement. Non, j'arrive à nager en piscine. Hein, je fais pas mal de natation, donc j'y pense, mais je m'interdis d'y penser en piscine. Voilà. Par contre, en mer, non, je suis désolé, je peux pas. Voilà. Non, mais justement, peut-être qu'en mer, je sais pas si vous avez fait de la plongée sous-marine déjà, mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant parce que justement, on est sous l'eau, on maîtrise l'environnement. Ce qui pose problème souvent dans la phobie des requins, c'est quand on est en train de nager et qu'on voit pas le fond ou qu'il y a le moins de problèmes. Alors que si vous êtes dans un endroit où il y a une bonne visibilité avec la possibilité de vous mettre à l'abri, la possibilité de nager, ça posera pas de grosses difficultés. Mais effectivement, ça se travaille. Hein, c'est pas comme ça. Passez-moi un coup de fil quand vous allez plonger et puis je vous offre l'apéro. Et avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour vos explications et puis continuez comme ça. Voilà. Merci Hugues. Merci à vous. Si vous aussi vous avez une phobie que vous voulez en parler avec Jérôme Palazzolo, vous pouvez nous appeler au 3216. Mais d'abord, on va reprendre ce fil d'Ariane avec ses enfants qui portent plainte contre leurs parents. Oui, 2 enfants de 7 ans. Le premier enfant a attaqué sa mère pour avoir bu pendant sa grossesse. En fait, c'est une jeune Anglaise à 7 ans, à l'âge de 7 ans, qui, à l'aide de ses tuteurs... Elle a attaqué sa mère à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. C'est là où c'est un peu surprenant comme plainte parce que, en fait, les faits se sont passés in utero. Et donc, toute la question au niveau légal est de se poser, de savoir si c'était une personne ou non quand on est à l'état embryonnaire. En fait, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, l'enfant est né avec le syndrome d'alcoolisme fœtal, c'est-à-dire que ce syndrome développe toutes sortes de pathologies comme un retard de croissance, des troubles de la vision, d'audition, de langage, d'apprentissage, enfin plein de problèmes divers et variés. Et sa mère, qui est tombée enceinte donc à l'âge de 17 ans, buvait énormément de la vodka, de la bière tous les jours pendant sa grossesse, et c'est ça qui a créé ce syndrome d'alcoolisme fœtal chez l'enfant. Alors, selon les avocats, la consommation d'alcool doit être, dans ce cas précis, considérée comme une infraction pénale au vu des effets que ça a eu sur l'enfant. Mais encore une fois, le tribunal se demande si l'enfant peut être légalement considéré comme une personne au moment où le problème s'est déclaré. Oui, mais moi je ne suis pas juriste, donc je ne me prononce pas. En tout cas, ce qu'on sait, Jérôme Palazzolo, c'est vrai que de boire beaucoup d'alcool quand on est enceinte, c'est pas terrible. C'est sûr. Après, j'aurais tendance à dire tout est affaire de modération, c'est-à-dire que quelque part, ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est de ne plus boire du tout pendant la grossesse. Maintenant, je pense qu'il y a des générations de femmes qui ont bu de temps en temps une coupe de champagne pendant leur grossesse. C'est pas pour ça que l'enfant est né avec ce type de problématique. Après, voilà, sur la notion légale, là, je me prononcerai pas parce que vraiment, c'est une bataille juridique. Mais qui me semble. Et c'est une bataille un peu dangereuse parce que le jour où on reconnaît que le fœtus est un être, l'avortement va peut-être devenir également un crime. Alors il faut faire jurisprudence. Là. Oui, il faut faire attention, me semble-t-il. Autre plainte surprenante, toujours d'une fillette de 7 ans. Ça s'est passé en France il y a quelques J'arrive pas à comprendre, c'est comment une petite fille de 7 ans a envie de porter plainte contre sa maman. À mon avis, il y a de la manipulation derrière. Je pense. Peut-être. Cette autre fillette de 7 ans, donc, elle s'en est pris à un problème qui touche notre 21e siècle. C'est génial, les nouvelles technologies, sauf que dans certains cas, dans certains foyers, ça pose de vrais problèmes. Et cette petite fille de 7 ans a porté plainte contre ses parents pour délaissement parental suite à une addiction aux smartphones, réseaux sociaux et autres tablettes. En effet, cette jeune fille, Lilou, s'est rendue au commissariat de police le plus proche de son domicile. Petite fille de 7 ans, en expliquant la situation. Les policiers un peu sceptiques ont demandé en fait que cette petite fille dessine pour exprimer au mieux ce qu'elle ressentait, et la petite fille a dessiné un papa avec un téléphone portable en main entouré d'un gros cœur, la maman dans la même situation avec une petite fille en larmes derrière. Aussitôt ils ont auditionné la fillette, sont allés au domicile, et là quand ils sont arrivés, ils ont vu les parents avec les portables en main, avec des sacs de déchets autour, parce que ce qu'explique la fillette, c'est que les parents ne s'occupaient plus du tout de cette
cette petite fille, dans son quotidien, ne préparait plus rien à manger. Elle ne se nourrissait que de chips et de yaourt à la fraise. Elle avait des vêtements sales que ses parents ne lui nettoyaient plus. On est dans un cas de maltraitance. De maltraitance notoire. Et elle a porté plainte. Et depuis, la petite fille a été placée dans une autre famille d'accueil, évidemment, en prenant le soin que cette famille n'ait pas justement cette addiction-là. Ils n'ont même pas de connexion à Internet. Ce qui pose peut-être problème, c'est la notion de plainte. C'est-à-dire que moi, de ce que j'entends de cette histoire, c'est des parents certainement eux-mêmes en grande difficulté psychologique, et peut-être plus de leur apporter une aide, voire par rapport à un soutien ou une curatelle ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais. La police a mis 10 bonnes minutes, explique-t-elle, avant que les parents daignent lâcher leur téléphone portable quand ils sont venus les interpeller. Et on pourrait appeler ça une addiction, peut-être c'est fort possible. Merci Ariane, on se retrouve dans quelques instants. On continue à évoquer les phobies avec Jérôme Palazzolo qui est avec nous. À tout de suite. Sur rmc.fr, trouvez tous les conseils les plus judicieux avec le Wikisex de La Haye, L'Amour et vous. Et un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Jean-Michel qui nous dit: moi, j'ai l'impression que j'ai la phobie des vélos quand je suis dans la rue en tant que piéton et qu'il faut traverser et qu'il y a des vélos. Je suis totalement terrifiée. Est-ce que c'est une phobie qui existe ou est-ce que c'est dans ma tête? Une phobie peut toucher n'importe quoi, à partir du moment où on associe ça à quelque chose qui va nous poser problème. Bon, déjà, je lui déconseillerais d'aller en Chine parce que ça va être un peu compliqué pour traverser. Mais en France, il y a de plus en plus de vélos, c'est vrai. Exactement. Après, la problématique, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire c'est l'impact que ça va avoir sur sa vie. C'est-à-dire que si il a une phobie du vélo, mais pour lui qui ne prend pas le vélo, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ça l'empêche de traverser, de sortir de chez lui, ou que pour aller travailler, il doit faire un détour de 10 km, là, ça va poser problème et justement, là, ça peut nécessiter une prise en charge. Oui, là, on a l'impression qu'en effet, il est complètement pétrifié lorsqu'il y a un vélo et qu'il faut traverser, quoi, comme si le vélo allait lui foncer dessus. Alors il faudrait peut-être encore une fois pareil, il y a peut-être derrière ça un traumatisme qui donc c'est là où en effet une aide peut assez vite régler le problème. Peut-être que c'est un de ses parents qui s'est fait renverser, il a peut-être vu quelqu'un de se faire renverser, complètement, surtout que c'est le type de phobie spécifique qui réagit très bien à une prise en charge. Donc en général, en quelques séances, ça se gère sans problème, quoi. D'accord, mais vous avez déjà entendu parler de la phobie du vélo? Vous savez, j'ai entendu parler de plein de phobies. Ça va de la phobie des oiseaux, de la phobie des canards, de la phobie des concombres, de la phobie... Des concombres. Oui, exactement. Il y avait une patiente qui avait la phobie des concombres. Chaque fois qu'elle voyait un concombre, elle était en panique. Mais là encore, ça s'expliquait. C'était une patiente qui avait fait un malaise alors qu'elle était au marché. Et quand elle s'est réveillée, elle a perdu connaissance quelques secondes. Et quand elle s'est réveillée, la première vision qu'elle a eue, c'était l'étal de légumes avec des concombres devant elle. Donc elle a associé ça, ce qu'on disait tout à l'heure, le processus justement d'association, d'apprentissage, et donc elle a associé ça au fait d'être mal. Journaliste, photographe, réalisateur ou technicien, tous chez Brigitte sur RMC. Et on parle aujourd'hui des phobies avec Jérôme Palazzolo. Je me libère de mes phobies. C'est aux éditions Puff. Alors je peux pas m'empêcher, évidemment, Jérôme, de poser la question: est-ce qu'on peut avoir la phobie du sexe? Oui, bien sûr. Il y a même une phobie qui est la phobie du pénis en érection. Il y a la phobie du sexe. Il y a la phobie de la pénétration. D'ailleurs, même au niveau gynécologique, il peut y avoir un vaginisme. Ce que justement les sexologues traitent et qui relève aussi d'une problématique phobique. Donc en fait, c'est ce qu'on disait, une phobie peut être liée à plein de problématiques différentes. Tout dépend de l'impact que ça va avoir sur la vie quotidienne de la personne. C'est ça, voilà. C'est toujours pareil. C'est un peu comme l'addiction. Si on n'en souffre pas, c'est pas grave. Si on en souffre, il faut absolument se faire aider. Bien sûr. Nicolas, vous êtes avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Brigitte, bonjour Jérôme. Bonjour. Moi, je vous appelle pour une phobie qui est assez particulière. Je ne sais pas si on est nombreux à avoir cette phobie-là. C'est la phobie des prises de sang et de tout ce qui est intraveineux d'une manière générale. Alors, je vous appelle alors que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice, donc j'espère que je vais pas perdre mes moyens. Je vous appelle parce que je me dis que ça peut aider des gens qui sont comme moi dans la même situation, parce que j'ai écouté un petit peu le témoignage de la personne qui disait avoir la phobie des requins. Et moi, j'ai le sentiment que dans le mot phobie, on met un petit peu tout dès lors que, en fait, on a une crainte ou une peur. Et moi, je fais vraiment le distinguo entre la phobie et la peur, parce que je pense qu'une phobie, ça déclenche un comportement qui est incontrôlé.
ce qui est mon cas quand je suis obligé de faire une prise de sang ou quand je suis obligé de me faire opérer. Et j'ai pas le sentiment que que tous les gens qui parlent de phobie en tout cas aient ce même problème, que ça se manifeste pas de cette manière-là. Donc voilà, je me dis, je profite de l'émission parce que je me dis s'il y a des personnels soignants qui nous écoutent, que ça peut être intéressant si jamais un jour ils sont confrontés à un cas comme le mien. D'en tenir compte. Et ça se traduit comment, Nicolas? Imaginons que vous êtes obligé on doit vous faire une prise de sang. Comment ça se manifeste? Vous retardez le rendez-vous, ça je l'imagine bien déjà. Non, je retarde pas le rendez-vous parce que je suis obligé de me préparer déjà psychologiquement hyper longtemps à l'avance, en prenant sur moi. Alors je suis quelqu'un qui a un très fort caractère, faut le savoir. D'accord, donc vous y allez. Et comment ça se manifeste au moment où l'infirmière va vous faire la prise de sang? Ça se manifeste, c'est-à-dire que je plie des bras de manière incontrôlée, je me mets à pleurer alors que c'est pas du tout mon profil. Donc il y a une panique en fait qui se déclenche. Voilà, il y a une peur panique et dernièrement donc je me suis fracturé une vertèbre. Alors je sais que ma femme vous écoute aussi, ça va peut-être la faire sourire, elle est infirmière libérale. Donc elle a connu des cas comme le mien. Moi je me suis fracturé une vertèbre, donc j'ai dû être opéré en urgence. Et donc forcément, avant d'être opéré, vous avez tous les prélèvements sanguins. Et donc là, j'ai carrément fait une crise de tétanie. Ça m'était jamais arrivé. Et je veux dire, moi, je joue de bonne volonté, c'est-à-dire que je dis juste au personnel soignant, voilà, je suis phobique, faut me piquer sur le côté de la main parce que tout ce qui est dans le creux du bras, c'est pas possible. Et c'est vraiment quelque chose d'horrible, c'est-à-dire c'est un vrai traumatisme. Là, ce que vous racontez, oui, on est dans une phobie, je pense. Complètement. Alors déjà, ce que vous évoquez, ce qui est important de noter, c'est que ce soit vous, que ce soit le témoignage précédent, il y a toujours un peu cette dynamique. En gros, attention, on va se moquer de moi. C'est-à-dire que la dynamique phobique, c'est souvent quelque chose qui peut parfois prêter à sourire ou qui peut angoisser la personne en disant le regard que les autres vont avoir sur moi va être un regard négatif. Alors déjà, par rapport à ça, il faut savoir que la phobie des piqûres et des prises de sang, c'est une phobie qui est très 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 répandue, parmi celles qui sont les plus répandues d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, ce que vous évoquez quand vous dites je fais une crise de tétanie, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise de tétanie, c'est quelque chose qui en fait s'appelle une attaque de panique. C'est-à-dire que la crise de tétanie, ce n'est reconnu qu'en France, et vous allez partout à l'étranger, soit ils connaissent pas, soit ça les fait rire quand on parle de crise de tétanie ou de crise de spasmophilie, parce qu'en fait ce sont des attaques de panique. Donc ce que vous évoquez, c'est à un moment donné une crise d'angoisse puissance 10. Alors l'objectif c'est quoi? C'est justement d'arriver à travailler essentiellement sur des techniques de relaxation rapide, et si vous avez vraiment la nécessité de faire des prises de sang, de faire des piqûres, à ce moment-là sachez que là aussi il y a des solutions pour ça, et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Après attention, il y a un point à évoquer, qui est le fait que on peut pas vous promettre que vous allez aimer les prises de sang ou les piqûres. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de faire que... Moi, je connais pas grand monde qui aime les piqûres. Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que parfois, nous, on a des patients qui viennent nous voir en thérapie en disant « je veux me débarrasser de la peur des araignées, je veux me débarrasser de la phobie des piqûres ». Et finalement, on s'aperçoit que une fois qu'ils vont mieux, ils disent « oui, mais j'ai toujours peur ». Mais c'est normal. Mais par contre, l'objectif, c'est que vous ne déclenchiez pas d'attaque de panique et que si vous avez une prise de sang à faire, que vous puissiez la faire. Ouais, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est plus physique que psychologique, parce que Brigitte, elle a mis le doigt justement sur le distinguo que je fais. Je mets toujours le doigt où il faut, moi, vous savez, Nicolas. Non, mais quand vous dites, je connais pas beaucoup de gens qui aiment les piqûres ou les prises de sang. En réalité, la question n'est pas de savoir si dans mon cas j'aime ou j'aime pas. Non, mais c'est d'arriver à l'accepter sans cette crise de panique, Nicolas. Et je pense que, franchement, moi j'étais un peu phobique aussi des prises de sang. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on me fait une prise de sang, je travaille ma respiration et ça passe tout seul. Donc, ce que vous dit Jérôme, franchement, alors moi j'étais pas comme vous, j'étais pas en crise de panique, mais donc je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faut entendre, Nicolas. C'est-à-dire. J'entends, moi je fais juste part de mon témoignage, juste pour inviter les personnels soignants, si vous voulez, à nous traiter avec un peu plus d'humanité. Oui. Voilà, avec un peu plus c'est important, c'est très important. Ça. Si vous voulez, les gens, en fait, quand ils ont affaire à un cas comme moi, ils sont tentés de dire, oui, enfin bon, l'air de dire, il nous fait un petit peu de cinéma, c'est un peu une chochotte, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aux standardistes, c'est un peu une chochotte, il nous fait du cinéma, alors qu'en réalité, moi, vous êtes, par exemple, le simple fait de me prendre l'attention, je monte à 17 ou 18, il me dit, mais écoutez, en 40 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Vous voyez ?
Mais oui, je crois que Nicolas, il faut pas hésiter parce que quand même, de toute façon, on est amené dans sa vie et puis plus on vieillit, plus on est amené dans sa vie à être confronté à tout ça. Donc faites un petit travail. Je crois que ça va vous aider. Je pense que au moins de relaxation, au moins déjà de gestion de ces attaques de panique. Je pense que c'est important. Et dans ce que vous évoquez justement sur l'information au niveau du personnel soignant, c'est un point qui est majeur justement pour démystifier un peu cette problématique-là, qui, je le répète, est une problématique qui est très très courante. Merci beaucoup Jérôme Palazzolo. Je rappelle le titre du livre, Je me libère de mes phobies. Il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de conseils pratiques. Donc si vous êtes un peu phobique, puis je crois qu'on est tous un peu phobiques finalement, plus ou moins, on peut aller mieux. Merci beaucoup Jérôme Palazzolo. Merci à vous.